Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet profondément important et souvent invisible, l'identité de soi. Ce socle intérieur qui influence silencieusement notre manière de penser, de ressentir, d'aimer, de réagir et de construire notre vie. Pourquoi certaines personnes doutent constamment d'elles-mêmes alors que d'autres osent avancer malgré leur peur? Pourquoi certaines se sentent naturellement légitimes, capables, aimables, tandis que d'autres vivent avec cette sensation persistante de ne jamais être assez? Chez certaines personnes, le regard des autres, le rejet ou le conflit permanent prennent énormément de place. D'autres se suradaptent en permanence ou portent en elles un vide intérieur difficile à expliquer. Certaines arrivent à rebondir après les épreuves, quand d'autres s'effondrent profondément au moindre échec. Et puis il y a celles qui ont du mal à poser leurs limites, à prendre leur place, à être pleinement elles-mêmes, à recevoir l'amour ou simplement à se sentir en sécurité intérieurement. Et si une grande partie de ces réponses prenait racine bien plus tôt que nous le pensons? Car derrière l'adulte d'aujourd'hui vit encore l'enfant d'hier. Un enfant qui a appris comment il devait être, ce qu'il devait croire sur lui-même, ce qu'il avait le droit de ressentir ou non, comment obtenir de l'amour, comment être accepté, comment se protéger, comment s'adapter ou parfois comment survivre émotionnellement. Beaucoup de nos pensées, de nos réactions, de nos peurs, de nos comportements et de nos états émotionnels actuels ne sont pas apparus par hasard. Ils se sont construits progressivement au fil des expériences vécues et enregistrés profondément dans notre subconscient, car beaucoup de nos souffrances actuelles ne viennent pas seulement de ce que nous vivons aujourd'hui. Elles trouvent souvent leur origine dans des repères intérieurs construits dès l'enfance, des repères devenus tellement habituels avec le temps que nous ne les voyons même plus. Et tant qu'elle reste inconsciente, elle continue souvent de piloter notre manière d'aimer, de penser, de réagir, de nous protéger, de nous limiter ou de vivre notre propre valeur. Comprendre cela n'est pas une condamnation, au contraire, cela peut devenir une véritable opportunité, celle de reprendre conscience de soi, de retrouver plus de liberté intérieure et de transformer progressivement ce qui ne nous correspond plus aujourd'hui. Le concept de soi, notre disque dur intérieur. L'identité de soi fonctionne comme un programme interne. Le subconscient, ou la partie subconsciente du cerveau, agit comme un immense espace de stockage. Depuis notre arrivée sur Terre, il enregistre continuellement les expériences répétées, les émotions fortes, les comportements observés, les habitudes vécues et les messages reçus de l'extérieur. Puis il les transforme progressivement en conclusions profondes sur soi-même. Le subconscient ne fait aucune différence entre ce qui est bon ou mauvais pour nous. Son rôle principal est surtout d'enregistrer, d'absorber et de stocker les informations vécues comme des références de réalité. Lorsqu'une expérience, une émotion, une parole ou une situation se répète régulièrement, le subconscient finit par l'accepter comme une vérité sur soi-même, sur les autres ou sur la vie. Il ne trie pas les informations avec recul ou logique, comme peut le faire la partie consciente. C'est pour cela qu'une personne peut profondément intégrer: je ne suis pas assez bien, je dérange, je dois me méfier, je dois mériter l'amour, je ne suis pas capable, je vais être rejeté, mais aussi je suis capable, j'ai de la valeur, j'ai le droit d'exister, je peux apprendre, je peux être aimé en étant moi-même. Le subconscient absorbe surtout ce qui est vécu avec intensité émotionnelle, répétition et régularité. Avec le temps, ces informations deviennent alors des références automatiques qui influencent les pensées, les réactions, les émotions, les comportements, les relations, les choix et la manière dont une personne perçoit sa propre identité. Car les pensées ne naissent pas de nulle part, elles émergent souvent des références intérieures profondément enregistrées dans le subconscient. L'identité construit aussi les états intérieurs, les pensées et la manière de vivre toute une vie. Toute cette construction intérieure ne façonne pas uniquement l'identité de la personne,
Elle influence aussi profondément les états émotionnels, les schémas de pensée, les croyances profondes et les états d'être dans lesquels l'enfant d'aujourd'hui, puis l'adulte de demain, va vivre la majeure partie de sa vie. Car ce que le subconscient enregistre devient progressivement une manière d'exister intérieurement. Si l'enfant que vous étiez hier a grandi dans la peur, le rejet, l'insécurité, la critique, la pression, l'invalidation émotionnelle ou l'obligation constante de s'adapter, il a pu finir par considérer ces états comme normaux. Alors plus tard, l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui continue souvent inconsciemment à vivre dans l'anxiété, l'hypervigilance, la tension intérieure, le vide, le manque, la peur de ne pas être assez, le besoin de validation ou une difficulté profonde à simplement se sentir en paix avec lui-même. À force de devoir s'adapter pour être accepté, aimé ou en sécurité, certaines personnes finissent par se couper progressivement de ce qu'elles ressentaient naturellement au départ. Elles apprennent à devenir ce qu'il faut être pour survivre émotionnellement plutôt que de pouvoir simplement être elles-mêmes. Certaines personnes se suradaptent tellement qu'elles ne savent même plus réellement ce qu'elles ressentent profondément, ce qu'elles aiment, ce dont elles ont besoin ou qui elles sont en dehors des attentes, des rôles et des conditionnements appris. Le mal-être intérieur, le sentiment de vide, la déconnexion de soi ou la sensation de ne jamais être pleinement à sa place prennent souvent racine dans cette rupture progressive entre l'être profond et l'identité construite pour s'adapter au monde extérieur. Et plus cette adaptation inconsciente dure longtemps, plus elle peut sembler normale. Avec le temps, ces expériences répétées deviennent des croyances profondes sur soi-même, sur les autres et sur la vie. Et ces croyances vont ensuite influencer la manière de penser, la perception du monde, les réactions, les émotions, les comportements, les choix, les relations, la confiance en soi, la capacité à agir, à oser, à créer, à se montrer ou au contraire à se limiter et se rétrécir. Une personne qui a intégré inconsciemment «je ne suis pas capable, je vais échouer, je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien, je vais être rejeté, je dois être parfait pour être aimé», ne vivra pas intérieurement de la même manière qu'une personne qui a développé un sentiment de sécurité, une confiance naturelle, le droit d'essayer, le droit d'exister, la sensation d'avoir de la valeur ou la croyance qu'elle peut apprendre et évoluer. Et ces différences intérieures vont ensuite créer un véritable effet boule de neige dans toute la vie. Certaines personnes vont davantage oser avancer, prendre leur place, essayer, entreprendre, créer, se montrer, parler, persévérer, malgré les difficultés, et rebondir même après un échec. Parce qu'au fond d'elles-mêmes, le système intérieur possède déjà certaines références de sécurité, de valeur et de confiance. Même lorsqu'elles tombent, elles gardent souvent une capacité de résilience qui leur permet de se relever et de continuer. À l'inverse, d'autres personnes peuvent vivre chaque difficulté comme une confirmation profonde de leur blessure intérieure. Un échec peut alors réveiller le rejet, l'humiliation, le sentiment d'incapacité, la honte ou la peur de ne jamais être assez. Certaines personnes finissent alors par se bloquer, abandonner, se replier sur elles-mêmes ou rester enfermées longtemps dans la souffrance intérieure. Car tout est profondément lié. Les croyances influencent les pensées influencent les émotions influencent les comportements influencent les expériences vécues. Et les expériences viennent ensuite renforcer les croyances déjà présentes dans le subconscient, ce que j'appelle la boucle de la zone de recyclage. On y reviendra dessus dans une autre vidéo. Ainsi, l'identité intérieure finit souvent par devenir une sorte de ligne directrice invisible qui influence toute la trajectoire de vie. Alors d'où viennent toutes ces programmations? La plupart du temps, elles ne sont pas apparues soudainement à l'âge adulte. Elles ont commencé à se construire bien plus tôt, dès l'enfance et même avant. La programmation commence bien avant la naissance. La construction de l'identité de soi ne débute pas uniquement après la naissance. La vie commence déjà à enregistrer des informations in utero.
au travers de la mère et de tout l'environnement émotionnel dans lequel le bébé évolue pendant la grossesse. Le bébé ne comprend pas les mots de manière consciente, mais il ressent déjà énormément de choses. Le lien avec la mère est extrêmement profond. Pendant toute la grossesse, l'enfant baigne dans son univers émotionnel, hormonal, énergétique et sensoriel. Son système en développement capte les états émotionnels récurrents, le stress, la peur, la sécurité, la douceur, les tensions, le sentiment d'amour, le rejet, les conflits ou au contraire l'apaisement et la présence. Si une mère vit constamment dans l'angoisse, l'insécurité, la peur ou une souffrance émotionnelle intense, le bébé peut déjà enregistrer inconsciemment un environnement de tension ou de danger. À l'inverse, lorsqu'il évolue dans un environnement plus apaisé, sécurisant, aimant et stable émotionnellement, cela peut aussi participer à construire des bases intérieures plus sereines. Cela ne signifie pas qu'une mère doit être parfaite, aucun parent ne l'est, mais cela montre à quel point l'être humain commence déjà très tôt à enregistrer des informations sur la vie, la sécurité, l'amour et sa place dans le monde. Entre 0 et 7 ans, la période où le subconscient absorbe le plus. Même si la programmation commence déjà avant la naissance, la période entre 0 et 7 ans est souvent considérée comme l'une des phases les plus importantes dans la construction du concept de soi. Durant cette période, l'enfant fonctionne majoritairement à travers sa partie subconsciente, son esprit critique n'est pas encore pleinement développé, il absorbe donc énormément d'informations sans forcément les remettre en question. Tout ce qu'il vit de manière répétée peut devenir une référence intérieure. Les paroles, les comportements, les émotions ressenties, les habitudes familiales, les réactions des adultes, l'ambiance du foyer, la manière dont on lui parle, le regard posé sur lui, la sécurité affective ou le manque de présence émotionnelle. Le subconscient agit alors comme une immense éponge émotionnelle et relationnelle. C'est pour cela que certaines phrases ou expériences vécues dans l'enfance peuvent continuer à influencer profondément la vie adulte, parfois même des décennies plus tard. Les paroles, les comportements et les émotions construisent l'identité intérieure. À la naissance, un enfant n'a pas encore d'identité figée, il ne se définit pas comme mauvais, timide, incapable, brillant ou difficile, il est simplement vivant, spontané et naturel. Puis jour après jour, le monde commence à lui apprendre qui il serait censé être, par des phrases répétées, par des regards, par des comportements, par la présence ou l'absence d'amour, d'écoute et de sécurité. Et lentement, l'enfant construit ce qu'on appelle le concept de soi, la manière dont il se perçoit intérieurement. Un enfant à qui l'on répète tu es timide, tu es maladroit, tu es difficile, tu n'es pas assez intelligent, tu fais toujours tout de travers, ne reçoit pas seulement des mots, il reçoit progressivement une définition de lui-même. Et à force de répétition, ces paroles deviennent une partie de son identité intérieure et de sa programmation subconsciente. Mais l'inverse est également vrai. Un enfant qui entend régulièrement tu es capable, je crois en toi, tu as de belles qualités, tu peux apprendre, tu es important, tu as le droit d'exprimer ce que tu ressens, je t'aime même lorsque tu fais des erreurs, enregistre lui aussi ces informations profondément dans son subconscient. Petit à petit, cela construit une sécurité intérieure stable, une confiance naturelle, un sentiment de valeur personnelle, une plus grande liberté d'être soi-même et une capacité plus saine à affronter les difficultés de la vie. La programmation ne vient pas uniquement des paroles, elle vient aussi du regard posé sur lui, du temps qu'on lui accorde, de l'attention reçue, de l'écoute, de la sécurité émotionnelle, du soutien, de la valorisation, de l'amour ou au contraire du manque affectif. Un enfant observe tout, même lorsqu'il ne peut pas encore mettre des mots sur ce qu'il vit, il ressent profondément s'il est ignoré, rejeté ou constamment critiqué. Il peut inconsciemment conclure je ne suis pas important, je dérange, je ne mérite pas d'être aimé, je dois me faire petit, je ne suis pas assez bien. À l'inverse, un enfant soutenu, écouté et accueilli intérieurement développe souvent un sentiment de sécurité, une confiance naturelle
une capacité à s'exprimer librement et une relation plus saine à lui-même. Les adultes transmettent souvent des programmations qu'ils n'ont jamais questionnées. Beaucoup d'adultes ne cherchent pas consciemment à blesser les enfants. Souvent, ils se répètent simplement ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. Ils se reproduisent des fonctionnements, des paroles, des réactions, des habitudes éducatives et des manières d'être qu'ils ont eux-mêmes intégrées depuis l'enfance. Des schémas transmis de génération en génération, parfois sans même avoir été réellement questionnés. On entend des phrases comme on a toujours fait comme ça forge le caractère, nous aussi on a été élevés comme ça et on n'en est pas mort. Mais survivre ne signifie pas forcément être profondément épanoui intérieurement. Alors une question importante mérite peut-être d'être posée. Le fait d'avoir été élevé d'une certaine manière a-t-il réellement créé des adultes heureux intérieurement, profondément en paix, capables d'aimer sainement, libres d'être eux-mêmes, émotionnellement stables, ouverts du cœur, confiants, alignés avec ce qu'ils ressentent profondément, ou capables de vivre sans constamment se protéger? Ou bien parfois des adultes constamment en tension, durs avec eux-mêmes, intransigeants, coupés de leurs émotions, dans le contrôle permanent, dans la peur du regard des autres, vivant dans le besoin de validation, dans l'hypervigilance, dans la peur de ne pas être assez, ou vivant encore inconsciemment en mode survie émotionnelle. Certaines personnes ont grandi en apprenant à ne pas pleurer, à ne pas déranger, à être fortes en permanence, à cacher leur sensibilité, à faire plaisir aux autres avant elles-mêmes, à mériter l'amour ou réprimer certaines parties naturelles d'elles-mêmes. Avec le temps, ces apprentissages deviennent parfois tellement normaux qu'ils ne sont même plus remis en question. Pourtant, l'identité construite dans l'enfance continue d'exister à l'intérieur de l'adulte. Et beaucoup de personnes vivent encore aujourd'hui à travers des programmations qu'elles n'ont jamais consciemment choisies. Alors peut-être qu'une autre question importante serait: comment nous sentons-nous réellement aujourd'hui? En paix intérieurement, en sécurité, libres d'être nous-mêmes, capables d'aimer sainement, ou constamment dans la peur, la lutte, le contrôle ou le besoin de validation? Grandir, ce n'est pas uniquement reproduire ce que l'on a reçu, c'est aussi devenir capable d'observer ses propres croyances, ses comportements, ses réactions automatiques et les conditionnements transmis depuis longtemps. Puis choisir consciemment ce qui nous semble juste aujourd'hui, ce qui respecte profondément notre être, ce que nous souhaitons conserver, mais aussi ce que nous ne voulons plus transmettre. Car chaque adulte programme encore inconsciemment chaque jour à travers ses paroles, ses réactions, sa manière d'aimer, de communiquer, d'écouter, de poser des limites, de regarder l'enfant face à lui ou simplement à travers les états émotionnels dans lesquels il vit lui-même. Certaines habitudes éducatives sont devenues tellement automatiques au fil du temps. Parfois, derrière ces mécanismes, il y a aussi la domination par l'ego, le besoin de contrôler, d'imposer, d'avoir raison, ou de préserver les anciens fonctionnements, même lorsqu'ils créent de la souffrance. Grandir en conscience, c'est aussi devenir capable de regarder honnêtement ce que nous portons déjà en nous, afin de ne plus le transmettre automatiquement. L'école, les relations et l'environnement social participent aussi à cette construction. L'environnement social joue également un rôle immense. Quand un enfant entend régulièrement tu es moche, tu es nul, personne ne t'aime, tu ne fais pas partie du groupe, cela peut créer des blessures profondes, de rejet, d'abandon ou d'exclusion. Et lorsque ces expériences se répètent jour après jour, elles commencent à s'inscrire dans son système intérieur et dans son subconscient comme un cadre de référence. L'enfant ne voit plus seulement des événements, il commence à croire qu'il parle de sa valeur. Mais l'école peut aussi devenir un espace extrêmement positif dans la construction de l'identité. De plus en plus de professionnels de l'enfance cherchent aujourd'hui à accompagner les enfants
avec davantage d'écoute émotionnelle, de compréhension et de bienveillance. Certains adultes apprennent désormais aux enfants à reconnaître leurs émotions, à exprimer ce qu'ils ressentent, à comprendre leurs besoins, à communiquer autrement que par la colère ou le rejet, à développer l'empathie, à respecter leurs limites et celles des autres, et à construire une image plus saine d'eux-mêmes. Lorsqu'un enfant évolue dans un environnement où il se sent entendu, encouragé, valorisé et émotionnellement accueilli, cela peut profondément renforcer son estime personnelle, sa sécurité intérieure, sa confiance relationnelle et sa capacité à être lui-même sans honte. Chaque parole valorisante, chaque regard sécurisant, chaque espace d'écoute peut aussi devenir une programmation positive qui participe à construire l'adulte de demain. Tout ce que nous consommons programme aussi notre subconscient. La programmation intérieure ne vient pas uniquement de la famille ou de l'enfance. Tout ce que nous regardons, écoutons, lisons ou consommons régulièrement influence aussi progressivement notre monde intérieur. Les livres, les dessins animés, les films, les réseaux sociaux, la télévision, les vidéos, les conversations, la musique ou même certains environnements émotionnels répétés viennent eux aussi nourrir le subconscient. Et cela concerne autant les enfants que les adultes. Le subconscient enregistre continuellement les messages, les émotions, les modèles relationnels, les comportements normalisés, les peurs, les croyances, les images répétées et les ambiances émotionnelles auxquelles nous nous exposons chaque jour. Une personne qui nourrit constamment son système intérieur avec la peur, la violence, le rejet, la comparaison, la jalousie, la haine, l'humiliation ou des contenus destructeurs ne sera pas intérieurement impactée de la même manière qu'une personne qui nourrit régulièrement son esprit avec la conscience, la douceur, la compréhension, l'inspiration, la beauté, la paix, l'amour ou des contenus émotionnellement plus sains. Car même à l'âge adulte, le subconscient continue d'apprendre et d'enregistrer. C'est pourquoi il peut être profondément transformateur de se demander: qu'est-ce que je regarde chaque jour? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je lis? Quel message mon système intérieur absorbe-t-il continuellement? Et quel monde intérieur suis-je en train de nourrir en moi et autour de moi? Le corps participe aussi à la construction de l'identité. Le subconscient n'enregistre pas uniquement des pensées ou des paroles, il mémorise aussi, tout comme le corps, les états émotionnels répétés. Un enfant qui vit souvent dans la peur, les tensions ou l'insécurité peut progressivement développer un corps constamment en vigilance. À l'inverse, un enfant qui se sent accueilli et en sécurité développe souvent davantage de détente intérieure et de fluidité naturelle. Avec le temps, certaines programmations deviennent presque automatiques dans le corps, le cœur aussi. La peur de prendre sa place, la difficulté à se montrer, les tensions permanentes, le besoin de contrôle, l'hypervigilance, la difficulté à se détendre, la sensation d'être en danger, même lorsque tout va bien, le corps finit alors lui aussi par porter les mémoires émotionnelles et identitaires. C'est pour cela que la transformation intérieure ne passe pas uniquement par les pensées, elle passe aussi par le ressenti, la sécurité intérieure et les nouveaux états émotionnels vécus dans le corps. Petit à petit, l'enfant se rétrécit. Au départ, l'enfant n'est ni mauvais, ni insuffisant, ni incapable, il est simplement lui-même, naturel et spontané, vivant dans ses émotions, dans son élan, dans sa créativité, dans sa sensibilité et dans sa présence. Il explore naturellement, il ressent, il crée, il ose, il exprime spontanément ce qu'il est, mais progressivement, certains apprentissages, certaines blessures, certains regards, certaines peurs et certains conditionnements viennent parfois le rétrécir un peu plus. Alors il commence à cacher certaines parties de lui-même, à avoir peur du jugement, à se suradapter, à rechercher constamment la validation, à croire qu'il doit mériter l'amour, à se faire petit, à éviter de déranger,
à cacher ses émotions ou à vivre dans l'insécurité intérieure. Certaines personnes finissent même par construire une identité entière autour de la survie émotionnelle. Elles deviennent parfois la gentille qui ne doit jamais déranger, le fort qui ne doit jamais montrer ses émotions, celle qui sauve tout le monde, celui qui doit toujours réussir, celle qui doit être parfaite pour être aimée, celui qui doit toujours être utile ou encore celle qui s'oublie elle-même pour être acceptée. Au fond, beaucoup d'identités deviennent des mécanismes de protection construits pour obtenir de l'amour, éviter le rejet ou se sentir accepté. Ce rétrécissement devient ensuite une identité inconsciente. Et cette identité influence ensuite toute la vie adulte. Les relations amoureuses, les amitiés, la place en société, le rapport à l'argent, le travail, la confiance en soi, les limites personnelles, la capacité à recevoir, la peur du rejet, la sensation de valeur intérieure et même parfois la capacité à ressentir le bonheur ou la sécurité. Certaines personnes finissent alors par vivre toute leur vie en essayant inconsciemment de devenir ce qu'il fallait être pour être aimé, sans même se rendre compte qu'elles se sont totalement éloignées de ce qu'elles ont toujours été profondément. Le regard porté sur soi devient ensuite un filtre sur toute la vie. Avec le temps, le subconscient agit comme un filtre de perception. Une personne qui a profondément intégré l'idée qu'elle n'a pas de valeur peut inconsciemment interpréter certaines situations comme du rejet, accepter des relations déséquilibrées, avoir peur d'être abandonnée, minimiser ses qualités, ne pas oser certaines opportunités, se saboter inconsciemment, croire qu'elle doit constamment prouver sa valeur ou rester dans des environnements qui ne lui correspondent pas réellement. À l'inverse, une personne qui a développé une sécurité intérieure plus saine abordera souvent la vie avec davantage de confiance, de stabilité et de liberté intérieure. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous le voyons à travers l'identité intérieure construite au fil des années. Et plus une croyance est profondément ancrée dans le subconscient, plus elle influence discrètement la manière dont une personne interprète les situations, choisit ses relations, réagit émotionnellement, se protège, ose ou n'ose pas, se sent légitime ou non, croit en elle ou non, et construit inconsciemment sa propre réalité. Certaines personnes vivent alors toute leur vie à travers un filtre intérieur qui leur fait croire qu'ils ne sont pas assez, qu'elles doivent toujours faire plus, qu'elles doivent se battre pour être aimées, qu'elles doivent mériter leur place ou qu'elles ne peuvent pas réellement être elles-mêmes en sécurité. Et lorsque ces croyances sont présentes depuis très longtemps, elles peuvent sembler totalement normales. La personne ne réalise même plus qu'elle regarde le monde à travers des programmations anciennes. Elle pense parfois que c'est juste sa personnalité, alors qu'en réalité, une partie de ce qu'elle appelle aujourd'hui elle-même est simplement un ensemble d'adaptations, de protections et de conditionnements construits au fil du temps. Le plus important, cette identité n'est pas la vérité absolue. C'est probablement l'un des points les plus importants à comprendre. Une programmation n'est pas une essence. Une blessure n'est pas une identité. Un conditionnement n'est pas la vérité absolue sur une personne. Ce n'est pas parce qu'une personne a grandi en croyant qu'elle était insuffisante, incapable, invisible, rejetée, trop sensible, trop émotionnelle, pas assez intéressante ou trop quelque chose qu'elle est réellement cela. Très souvent, il s'agit simplement d'un conditionnement répété devenu familier, une histoire intérieure apprise, une accumulation de messages, d'émotions, de regards, de réactions et d'expériences enregistrées profondément dans le subconscient. Mais à l'origine, l'être humain n'est pas tout cela. À la base, l'enfant était simplement lui-même, naturel, vivant, libre dans son expression, sans toutes les couches de peur, de rejet, de honte, de contrôle, de comparaison ou de suradaptation qui se sont ajoutées ensuite. C'est pour cela qu'il est si important de comprendre que beaucoup de souffrances actuelles ne définissent pas l'essence profonde d'une personne. Elles racontent souvent davantage ce qu'elle a appris à croire sur elle-même
que ce qu'elle est réellement. Et cette compréhension change énormément de choses. Car lorsqu'une personne réalise que certaines pensées, certains réflexes émotionnels, certaines peurs ou certaines croyances ont été appris, alors elle peut aussi comprendre qu'il devient possible de les transformer progressivement. Car au fond, avant toutes les étiquettes, les jugements et les programmations, l'être humain était simplement lui-même. Déprogrammer une identité qui ne nous est pas favorable. Transformer son identité ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit plutôt de retirer progressivement les couches de conditionnement qui ont éloigné la personne d'elle-même. Cela demande souvent d'observer les croyances automatiques, repérer les phrases intérieures répétitives comme je ne suis pas capable, on va me rejeter, je dois faire plus pour être aimé, je ne mérite pas, je suis toujours trop ou pas assez. Ces pensées ne sont pas la réalité, elles sont le reflet d'anciens apprentissages enregistrés profondément dans le subconscient. Comprendre d'où vient cette identité. Ces croyances viennent de l'enfance, de blessures relationnelles, de l'école, d'expériences humiliantes et de dynamiques familiales ou de modèles répétitifs transmis depuis longtemps. Comprendre l'origine permet souvent de reprendre du recul. Créer de nouvelles expériences émotionnelles. Le subconscient et les références intérieures peuvent aussi évoluer grâce aux nouvelles expériences émotionnelles vécues consciemment et répétées dans le temps. Chaque fois qu'une personne se respecte davantage, pose une limite saine, ose être elle-même, reçoit de l'amour autrement, s'exprime librement, réussit quelque chose, découvre un environnement sécurisant, rencontre une personne qui croit réellement en elle ou découvre qu'elle peut être acceptée sans se trahir, elle commence à créer une nouvelle référence intérieure. Le subconscient apprend aussi grâce aux expériences positives répétées. Ces nouvelles expériences ne passent pas uniquement par le monde extérieur. Elles peuvent aussi commencer intérieurement, à travers l'imagination, la visualisation, le ressenti et les nouveaux états émotionnels consciemment cultivés. Une personne peut progressivement apprendre à ressentir intérieurement la sécurité, l'apaisement, le respect, la douceur, l'amour sain, la liberté d'être elle-même ou la sensation d'avoir enfin le droit d'exister pleinement. Même si cela paraît inhabituel au départ, le subconscient commence alors à se familiariser avec ces nouvelles sensations et ces nouveaux repères émotionnels. Petit à petit, cela crée une nouvelle référence intérieure, une sorte de baromètre émotionnel sur lequel la personne pourra ensuite s'appuyer dans sa vie concrète. Car lorsqu'une personne a grandi dans l'insécurité émotionnelle, le rejet, la peur ou l'hypervigilance, son système nerveux peut rester constamment en état d'alerte. Et tant que le système intérieur associe le changement ou l'inconnu au danger, il devient très difficile alors d'aller naturellement vers quelque chose de nouveau en se sentant en sécurité. La personne peut alors éviter inconsciemment les relations saines, les nouvelles expériences, les opportunités, l'expression de soi ou même le bonheur simplement, parce que son système intérieur ne les reconnaît pas encore comme sécurisants. C'est pour cela que la sécurité intérieure doit souvent s'apprendre progressivement. Avant même que la vie extérieure change totalement. Le corps, le système nerveux et le subconscient ont parfois besoin d'apprendre doucement qu'il est possible d'exister autrement, sans peur constante, sans devoir se protéger en permanence, sans devoir mériter sa place et sans vivre continuellement en mode survie émotionnelle. Plus une personne crée intérieurement de nouvelles références émotionnelles sécurisantes, plus elle devient ensuite capable de reconnaître dans la vie réelle ce qui lui fait du bien, ce qui respecte profondément son être, ce qui lui convient réellement ou au contraire, ce qui ne lui correspond plus. L'identité se construit par la répétition, ce qui a été programmé par répétition peut aussi être reprogrammé par répétition. Avec le temps, il devient possible de remplacer "je ne suis pas assez" par "j'ai le droit d'exister pleinement" ou encore "je dois mériter l'amour" par "ma valeur ne dépend pas de la performance ou de l'approbation des autres".
Nous ne sommes pas obligés de rester enfermés dans l'identité construite par nos blessures. L'être humain évolue, le subconscient évolue, la perception de soi évolue. Et même si certaines programmations sont profondément ancrées, elles ne définissent pas définitivement une personne. Derrière les couches de peur, de rejet, de conditionnement ou de survie émotionnelle, il existe souvent un soi beaucoup plus libre, vivant et authentique qui n'attend qu'à retrouver sa place. Une personne peut réapprendre progressivement à se sentir en sécurité, à écouter ses émotions, à reconnaître ses besoins, à poser des limites, à exister sans devoir constamment se justifier, à recevoir de l'amour sainement, à ne plus vivre uniquement dans l'adaptation et à reconstruire une relation plus douce avec elle-même. Ce chemin demande souvent de la conscience, de la patience, de la douceur, de la répétition et beaucoup de compassion envers soi-même, car certaines blessures et certaines programmations ont parfois été construites pendant des années. Le but n'est donc pas de se juger pour ce que l'on porte intérieurement, mais plutôt de comprendre avec lucidité ce qui vit déjà en soi, afin de pouvoir progressivement le transformer. Et lorsqu'une personne commence à transformer certaines blessures en elle-même, elle change aussi ce qu'elle transmettra ensuite autour d'elle. Elle peut offrir à ses enfants, à ses relations et au monde une manière différente d'aimer, d'écouter, de communiquer, de regarder l'être humain, de respecter les émotions et d'accompagner la sensibilité. La guérison intérieure d'une seule personne peut parfois devenir une transformation générationnelle entière, car lorsqu'une personne guérit certaines programmations en elle-même, elle cesse aussi progressivement de les transmettre inconsciemment autour d'elle, et cela peut changer profondément une vie, parfois même plusieurs générations. Et si aujourd'hui était le début d'un nouveau regard sur vous-même? Parfois comprendre ce que nous portons en nous depuis longtemps peut déjà transformer énormément de choses. Car lorsque certaines blessures ou certaines programmations deviennent enfin conscientes, il devient enfin possible de les apaiser et de reconstruire une relation plus douce avec soi-même. À travers cette vidéo, mon souhait est de vous offrir des clés de compréhension profonde sur notre fonctionnement intérieur afin de vous aider à poser un regard plus conscient, plus apaisé et plus juste sur vous-même, vos émotions, vos réactions et certains schémas qui peuvent encore influencer votre vie aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura enrichi, apporté de la valeur et peut-être permis de mieux vous comprendre avec davantage de douceur et de conscience. Si cette vidéo a profondément résonné en vous, c'est peut-être qu'une partie de vous est déjà prête à être enfin accueillie et entendue autrement. À travers les terres d'Abundancia, je propose des accompagnements et des guidances intuitives pour vous aider à mieux vous comprendre, à retrouver votre sécurité intérieure et à avancer vers une version plus libre et plus alignée de vous-même. Vous pouvez retrouver tous les services que je propose sur mon site web lesterresdabundancia.com. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.